Mamadou Issoufou, qui a dit ceci: je suis démocrate dans l'âme et je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable. Et je crois que le président Talon vient d'enjamber le pas. Une grande prise de conscience des Congolais, et que les Congolais se rendent compte que le pays a véritablement besoin de changement, que le pays a véritablement besoin de ce que les choses se passent autrement qu'elles ne se passent aujourd'hui. Tout ce que le PCT fait arrive à une conclusion. C'est l'enrichissement d'une minorité et on enfonce la grande majorité dans la misère et dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette majorité prenne conscience? Parce que le pouvoir appartient au peuple. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakambi, comme d'habitude, c'est votre animateur M. Ebelebe. Je suis avec vous depuis le Royaume-Uni, vous le savez, Bakambi aimé depuis le Royaume-Uni partout. Et nous sommes aujourd'hui le lundi 8 septembre 2025, jour de notre émission. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du président du PSDC, M. Clément Mirassa, accompagné de notre co-animateur qui est M. Kaino, politologue du groupe de l'émission Innovant. M. Kaino nous accompagnera dans cette interview que nous avons fait avec le président Mirassa qui a bien accepté de répondre à notre invitation. Monsieur Clément Mirassa, bonsoir. Bonsoir, M. Ebelebe. Merci de m'associer à cette émission. On va tenter de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Kaino, vous qui allez m'accompagner dans cette émission avec vos questions et votre expérience. Bonsoir. Bonsoir, M. Kaïs. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir, M. Clément Mirassa. Bienvenue sur la radio Bakambi, parce qu'on va essayer de passer un bon moment, parce que vu le climat électoral qui règne dans notre pays, je pense que ce serait intéressant pour nos auditeurs qu'il y ait une deuxième voix qui s'ajoute pour essayer un peu de soustraire quand même des idées de vos bouches, de vos pensées, surtout. Voilà, c'est ce qui est le plus intéressant chez les auditeurs. Merci beaucoup. D'accord. Alors, on va parler de la gouvernance électorale au Congo-Brazzaville, de l'indépendance de la commission électorale, des enjeux. Faut-il ou ne pas y aller? Des voix s'élèvent pour dire ça ne sert à rien, c'est un blanc-seing qu'on donne au président Sassou Sortant, qui lui a déjà des urnes prêtes à déclarer son élection à plus de 79%. Les gens pensent qu'ils vont déclarer 85%. Monsieur Mirassa, vous êtes devenu expert, non seulement expert, mais célèbre par les réseaux sociaux. Vous êtes celui qui éveille les consciences, mais vous êtes aussi un homme politique. Votre parti a été interdit. La première question que je vais vous poser, monsieur Mirassa, on est aujourd'hui, pour l'instant, on va pas parler du Congo, mais ce qui se passe en France. Il y a en France, en ce moment même où nous parlons, un vote qui va soit maintenir ou faire tomber le gouvernement Bayrou. En France, le parti Front National, la France Insoumise, disent la démocratie, c'est aussi ça. Tous les partis sont passés, ont donné leur point de vue. Il y a très peu de chances que Bayrou puisse se maintenir. Est-ce que vous qui êtes au Congo, c'est un peu ce que vous voulez voir arriver au Congo? Vous avez parlé de M. Talon. Est-ce que vous êtes jaloux de voir qu'ailleurs, la démocratie est là, au moins, c'est un jeu qui permet aux acteurs d'exister et que ça vous donne envie de voir ça au Congo? Non, jaloux, mais nous sommes préoccupés parce que vous avez là l'exemple de ce qu'au sein de l'Assemblée nationale française, il y a des débats francs, il y a une expression, il y a une opposition plurielle. Mais au Congo, vous savez bien comment les élections se passent, comment ça se passe à l'Assemblée. Je vous prends un exemple simple. Depuis 22 ans, depuis 2002, le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. On peut poser la question, que dit l'Assemblée? Mais elle ne dit absolument rien. Que dit le Sénat? Maintenant, quand on voit ce qui se passe en France, on n'en doute pas parce qu'au sortir
des élections législatives, avec la percée qui avait été faite par le Rassemblement national, avec l'existence des Républicains, avec le Parti socialiste, avec le président Mélenchon, tout ça, on sent qu'il y a une expression, on sent qu'il y a une liberté d'expression, on sent, etc. Et je crois que c'est une bonne chose pour la France qu'il y ait ce vote, mais au Congo, je peux dire qu'on est encore très loin d'aller vers ce genre de débat et très loin d'aller vers une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée. Alors vous dites le commentaire que je fais. Merci beaucoup. Alors vous dites beaucoup que le président Sassou il n'est pas en conformité avec la loi. Tout le monde dit pour beaucoup, il n'y a pas que lui, il y a le gouvernement et l'ensemble des cadres qui dirigent le pays auraient dû déclarer leurs biens, auraient dû se mettre en conformité avec la loi. Ils ont pris le contrôle de la télévision nationale, vous ne passez pas là-bas, on vous reproche d'être présent plus sur les réseaux sociaux, mais vous avez trouvé cette inspiration qui permet désormais de faire que le débat ait dépassé les frontières. Vous avez innové, vous êtes l'un des premiers, en tout cas en ce que nous pensons, vous êtes l'un des premiers hommes politiques dans l'histoire de Internet de lancer le webinaire pour pouvoir faire une conférence à distance avec tous les Congolais de par le monde. Vous avez pour cela fait une annonce que j'ai suivie. Vous allez faire votre deuxième webinaire le 12 septembre, si je ne me trompe pas. Oui, merci bien d'aborder cette question. On a fait un webinaire le 12 août. J'ai senti, on a eu des questions très intéressantes, mais j'ai senti que du point de vue de la communication, beaucoup de Congolais, beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs n'étaient pas informés. Et je profite de l'occasion que vous m'offrez pour dire que nous allons faire le 12 dans quelques jours, vendredi prochain, nous allons faire un deuxième webinaire et nous souhaitons avoir les questions parce que c'est comme ça qu'on fait vivre la démocratie. Maintenant, quant à l'aspect que vous abordez, sur la situation du Congo, ben, elle est véritablement dramatique. Vous avez au Congo l'opposition qui est interdite de l'accès aux médias d'État. Lors de la concertation politique, encore que je ne crois pas beaucoup aux recommandations de ces concertations politiques, lors de la concertation politique, c'était d'ailleurs la première en 2009 à Brazzaville, il avait été recommandé que l'on règle ce problème de l'accès de toutes les sensibilités politiques aux médias d'État. Je crois que ça a été repris en 2015, mais je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, absolument rien n'a été fait. C'est le Parti congolais du travail qui a caporalisé les médias d'État, c'est le gouvernement, c'est la majorité présidentielle. Et vous voyez bien que nous avons eu raison et vous nous aidez avec les réseaux sociaux à faire passer les messages. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous faisons bien passer nos messages et les Congolais les suivent correctement. Je pense que dans les autres pays, nous sommes également très bien suivis. Donc, nous aurons un deuxième webinaire vendredi prochain et j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir de très bons échanges. D'accord. Nous rappelons aux Congolais qui sont échangés de se connecter le 12 septembre de pouvoir... Monsieur Gaïno, juste une minute, attendez comment... Oui, votre question, M. Gaïno? Oui, ma question, Monsieur le Président, c'est de savoir, puisque vous avez parlé du Sénat et de l'Assemblée, qui sont pour moi des caisses de résonance inaudibles. Alors, comment vous expliquez cela? Pourquoi l'Assemblée et le Sénat sont inaudibles? Et puis ensuite, vous avez aussi l'opposition à qui on a interdit l'accès à des médias de l'État. Alors, comment dans une démocratie, on peut demander à l'opposition, qui est une voix représentative de ceux qui ne sont pas au pouvoir, d'avoir l'accès aux médias de l'État? Comment vous expliquez tout cela? L'Assemblée est inaudible, le Sénat inaudible. Comment vous expliquez ce silence-là? Il faut ajouter que vous avez quand même quelqu'un qui est reconnu comme un représentant officiel qui devrait sortir, qui devrait servir de relais. Voilà. Non, mais je réponds d'abord à la question. Est-ce que le Congo est une démocratie? La réponse est non. Je me réfère, bon, en plus, j'essaie de me référer à mes connaissances statistiques. Lorsque je prends l'indice de démocratie qui est calculé au plan mondial, vous savez bien que l'indice de démocratie du Congo est de 2,79 sur 10. Ça a été le cas pour l'année 2021, 2022, 2023 et 2024. Et le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire. Donc une dictature que nous vivons dans les faits.
Parce qu'en fait, quand vous parlez de ce qui se passe en France et de ce qui se passe au Congo, au Congo, il y a même un homme politique qui avait dit, lors des législatives de 2022, qu'il fallait que le pouvoir arrête de nommer les députés. S'ils sont nommés, ils ne sont pas choisis par le peuple, mais on vit ce que l'on vit maintenant. Vous voyez par exemple ce qui se passe. J'ai suivi le week-end dernier le président de l'Assemblée qui a déclaré à Kindamba, dans son fief électoral, qu'il soutenait le président Denis Sassou Nguesso. Mais le président de l'Assemblée sait que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Il sait que le président Sassou est président du Parti congolais du travail en violation flagrante de la Constitution. Il sait que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée, mais ils le soutiennent. Ils le soutiennent pourquoi? Mais la réponse, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je la trouve dans ce que le président Talon vient de déclarer, en disant j'ai passé 20 ans au pouvoir, j'estime avoir bien servi mon pays, je n'ai pas peur de quitter le pouvoir et je ne souhaite pas faire 20 ans. Donc la réponse est là. Donc en fait, pour répondre à la question de M. Gaïno, je dis, pour les Congolais, la seule élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée qui a été organisée, c'est en 1992 et c'est cette élection qui a fait élire le président Pascal Lissouba à la tête du pays. Pour le reste, c'est des simulacres, etc. Mais on se bat, on ne baisse pas les bras parce qu'on estime qu'il faut mener le combat pour la restauration de la démocratie dans notre pays et c'est ça à quoi nous nous efforçons. C'est pas facile, mais nous ne baissons pas les bras dans ce combat. Alors la question qui est posée, c'est que quand on vous écoute et quand on voit les images du président de l'Assemblée dans son fief, qui est son village, pour pouvoir dire qu'il allait soutenir le président et qu'il demandait aux gens d'aller voter, il représente près de 130 députés, donc il aurait dû avoir une forme de neutralité, parce que normalement il devrait avoir de la diversité à l'Assemblée, même si le PCT est majoritaire. Est-ce que quand vous regardez ça, vous comprenez le mutisme du PCT ou de l'Assemblée qu'on va dire PCTiste à majorité, qui ne parle pas justement de l'absence de liberté qui est accordée à vous, qui êtes une opposition, mais qui, dit-on, n'est plus reconnue officiellement? Mais dans tous les cas, quand vous prenez le cas du Congo, on a procédé au changement de constitution. Pourquoi? Mais parce que les gens veulent de la conservation du pouvoir. On ne peut pas être démocrate et ne pas respecter l'alternance démocratique. On ne peut pas être démocrate et en tant que président de l'Assemblée clamer à travers tout le pays que Denis Sassou Nguesso est le seul capable d'être président. Mais ça explique tout. Donc, en fait, on est dans un système où les gens ont tout caporalisé. Ils ne respectent pas les lois et règlements de la République. Ils protègent les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et vous en connaissez. On peut évoquer un certain nombre de choses. Eux-mêmes, ils sont incapables de respecter les lois qu'ils ont eux-mêmes votées, comme les textes relatifs à la déclaration ou à l'obligation des déclarations de patrimoine. Ils se sont enrichis énormément sans justification, parce que vous avez vu ce qui a été dit dans les Panama Papers, où un Congolais peut se prévaloir de posséder 2000 milliards dans les paradis fiscaux, comme le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré au Sénégal. Comment un fonctionnaire qui gagne moins qu'un ministre, qui gagne 3 800 000 francs, peut devenir milliardaire. Et en fait, il y a comme la peur de quitter le pouvoir parce qu'on est incapable de justifier un certain nombre de choses. Et la situation aujourd'hui, c'est que le Congo va mal, très mal, à tous les points de vue. Et les Congolais sont dans la misère et dans la souffrance. Est-ce qu'il est normal dans un pays? Oui, allez-y. Monsieur Gaïno, attendez, pour mettre un peu le cadre, on va essayer de rentrer dans la gouvernance. Le président va nous expliquer qu'est-ce qu'il a, lui, qu'est-ce qui l'emmène à critiquer la gouvernance électorale d'abord, pour qu'on puisse ensuite lui poser les questions. On va le laisser au moins 5 mais c'est dans le... D'accord. C'est dans le même débat. Même débat. D'accord. Non, parce que le président Merassa dit bien que le Congo n'est pas une démocratie. Ce qui est vrai, puisque vous avez même un président extérieur avait traité le président Sassou d'un empereur. Tout le monde sait ce que c'est qu'un empire. Donc vous savez bien que ce n'est pas une démocratie. Alors, étant donné que le Congo n'est pas une démocratie, puisque vous le reconnaissez, puisque ça a été dit même à l'extérieur de notre propre pays,
comment attendez-vous l'organisation des élections telles que vous le souhaitez dans une dictature que vous connaissez très bien? Aujourd'hui, nous développons un certain nombre d'idées. Je vois la campagne qui se déroule à travers le pays qui surprend beaucoup de gens, où on demande au président Sassou d'être candidat à l'élection 2026, etc. J'ose bien, mais ça va ridiculiser le Congo au plan mondial. Un président qui n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002, donc il ne l'a pas déclaré en 2002, il ne l'a pas déclaré en 2009, il ne l'a pas déclaré en 2016, il n'a pas déclaré en 2021, il ne fait pas respecter cette disposition constitutionnelle. En plus, un président de la République qui est président du Parti congolais du travail en violation de la loi, ça veut dire que le président de la République du Congo est dans une situation où il a violé le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution. Mais il n'y a qu'au Congo qu'on peut voir ça. C'est pour ça que nous faisons le travail de prise de conscience. Parce qu'après, lorsqu'on parle de la perturbation de la paix, etc., on ose parler de l'opposition radicale. On se demande, est-ce que le PCT et les gouvernants veulent réellement de la paix? J'ai dit non. Est-ce que l'opposition est organisée? C'est ce que nous essayons de faire. Je crois que vous suivez la démarche que nous faisons, où nous sommes en train de créer un groupement politique qui s'appelle Rassemblement des forces du changement. Et nous travaillons. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup d'obstacles. Mais nous n'allons pas baisser les bras et nous allons continuer pour avancer. Parce qu'il faut au moins que les problèmes soient posés. Est-ce que le temps ne joue pas en votre défaveur? Parce que vous saviez qu'il y aurait des élections en 2006. Et 2026. Pardon. Et vous savez que tout cela nécessite du temps. Parce qu'il faut... Mais, messieurs les journalistes, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les élections, c'est en octobre. Et vous voyez que les défis, les problèmes rencontrés sont pratiquement les mêmes que chez nous, avec les présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir, avec pratiquement l'organisation. C'est une maladie. Il y a aussi le Cameroun qui s'ajoute, la Guinée désormais. Le Cameroun, c'est une maladie qui touche beaucoup de pays francophones. Quand vous prenez le Cameroun, je ne veux pas rentrer dans leur politique intérieure, mais quand vous voyez le président Biya, il a quand même, d'après ce qu'on apprend, 92 ans, et il brigue, je crois, son 8e mandat. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a, comme dans les pays de l'Afrique centrale, le refus de l'alternance. Maintenant, ce qu'il faut retenir à travers ce refus d'alternance, mais c'est l'échec de la politique en général. Au Congo, l'école, ça ne va pas. La santé, on dit que les hôpitaux, c'est des mouroirs. Il n'y a pas de route. Donc, et quand vous voyez le paradoxe, j'ai vu votre collègue Alphonse Ndongo qui a fait une enquête, etc., qui révèle qu'un ministre au Congo gagne 10 millions de francs. Et c'est pratiquement le ministre le mieux payé. En Côte d'Ivoire, il gagne 5 millions, etc. Mais regardez le SMIC au Congo, il est de combien? 70 400. C'est-à-dire qu'un ministre gagne 142 fois ce que gagne le Congolais qui gagne le SMIC. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et comment, dans un pays qui est dans la situation actuelle, un ministre, parce que je vous donne des indications, je crois qu'elles ne seront pas contredites. Le président Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, il gagne 4 800 000. C'est vu à travers les réseaux sociaux. Le premier ministre gagne 4 300 000. Mais au Congo, un ministre gagne plus de 2 fois, plus du double de ce que gagne un président de la République du Sénégal. Ça peut se justifier, ce problème de répartition. Mais c'est pour ça que les gens s'accrochent, qu'ils se maintiennent, qu'ils veulent absolument continuer à dire qu'ils vont se arranger. Mais ça fait depuis 40 ans. Ce que le président Sassou n'a pas pu faire en 40 ans, il ne le fera pas en un mandat. Et il faut que les Congolais le comprennent sérieusement. Alors, président Mirassa, on va vous donner 5 minutes pour nous expliquer un peu l'intervention de M. Marcel Kitoukoulou, qui a essayé un peu d'exprimer, je crois que c'est en 10 points, vos conditions, ou peut-être en tout cas ce qui vous permettrait, vous, de croire qu'on va vers une élection pacifique et qu'il y a des conditions que vous mettez, comme dit M. Gaïno. On se doute bien que le PCT ne va pas du tout les remplir et qu'ils ont, comme vous l'avez dit aussi, le chien aboie, la caravane passe. Une question, M. Kitoukoulou, il est à l'étranger, je crois savoir vers Marseille. Il est candidat à une présidentielle et il n'est pas au Congo et il est dans votre rassemblement des forces du changement. Pouvez-vous nous synthétiser, excusez-moi de le dire, en quelques mots,
ce que votre rassemblement reproche ou souhaite voir s'appliquer pour que vous alliez, vous, à l'élection, pour qu'on comprenne ce qui vous dérange. Dans tout le cas, je précise une chose. Marcel Nguitoukoulou, qui est un des éléments importants du rassemblement des forces du changement, n'a pas encore dit qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. D'accord. Et le rassemblement des forces du changement a dit que nous travaillons pour que les conditions soient remplies afin de la tenue d'une élection véritablement libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée. Et nous sommes sur ce créneau. Mais le premier point, je crois qu'on ne va pas développer... Non, pas tous les points, résumez. Non, je vais résumer. Merci. Le premier point, c'est le problème de la conformité à la loi. Et quand on aborde le problème de la conformité à la loi, et M. Nguitoukoulou l'a dit clairement, le président s'assoit en flagrance caractérisée, parce qu'il n'a jamais déclaré de patrimoine, donc il n'a jamais respecté la loi. Et ensuite, il est président du Parti congolais du travail. Et l'autre aspect que nous abordons de façon forte avant de rentrer dans les éléments de la gouvernance électorale, c'est que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. Donc, lorsqu'il parle d'élection, qu'il parle de paix ou de la menace de paix, qui menace la paix au Congo? Maintenant, quand on regarde les autres aspects, je vous illustre ça pour... aller très vite. Je vous illustre ça par un exemple. Le ministre de l'Intérieur a convoqué les chefs des groupements politiques en mars 2024 pour leur parler de 3 choses. La première chose, il a annoncé qu'il allait avoir une concertation politique et comme Evo, etc. Encore que nous ne croyons pas à ça. La deuxième chose, il a évoqué l'aspect de la biométrie qui devait être mise en place pour l'élection de 2026. Et la troisième chose, il a parlé de la refonte de la loi électorale et il a demandé aux différents groupements de faire des propositions. Depuis mars 2024 et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas cette concertation. Mais qu'est-ce qu'on découvre? Il sort un texte pour dire qu'on va à la révision des listes électorales. Alors qu'il sait que cette méthodologie ne permet pas d'avoir la maîtrise du corps électoral et donc ne permet pas l'élaboration des listes électorales fiables. Que veut-on? On utilise un principe de chien à bois, la caravane passe. Et l'autre aspect, et je vais terminer par là, vous avez dit que mon parti a été éliminé. Quoi. Non, et je me bats pour ça. J'ai mon le PSDC, mon parti, a son récépissé depuis 1991. Donc nous sommes en conformité avec la loi. Et on a osé dire que nous n'étions pas reconnus par la loi. Et nous, à contrario, nous avons fait une enquête que nous avons adressée au Premier ministre Anatole Koliné Makosso, dans laquelle nous avons prouvé à ce gouvernement que tous les partis, la quasi-totalité des partis qu'ils ont reconnus, n'étaient pas en conformité avec la loi. Que veut-on? Et depuis qu'on a dit ça, ça tergiverse, etc. Donc c'est pour dire qu'en fait, nous, ce que nous voulons, en termes de rassemblement des forces du changement, d'abord du point de vue de la vision politique, on aura l'occasion de beaucoup discuter, mais sur la question de la gouvernance électorale, il faut que les conditions permissibles pour la tenue d'une élection véritablement libre, transparente, indépendante et haute soient réunies. Et parmi ces conditions, vous avez la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Vous avez un autre aspect que nous avons soulevé, c'est la révision en baisse des taux de cautionnement. Vous savez que pour être candidat au Congo, à la présidentielle, il faut 25 millions. Mais à Rwanda, on a déjà acté qu'il fallait baisser, etc. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui se posent. C'est par exemple la maîtrise du corps électoral et un certain nombre d'autres problèmes. Ce sont tous ces problèmes-là qui doivent être réglés et je pense que les gouvernants sont très bien informés sur l'urgence et l'obligation de régler ces problèmes. Pardon, Président, pardon, M. Kaïs. Je voudrais quand même revenir sur 2 points essentiels. Quand vous parlez du président de la République qui n'est pas en conformité avec la loi, est-ce que le gouvernement, le Premier ministre, les ministres, est-ce qu'eux-mêmes ils sont aussi en conformité avec la loi? Parce qu'à ma connaissance, je ne crois pas qu'ils ont déclaré leur bien. Oui, mais comme M. Mirassa parle de conformité, est-ce qu'il ne parle que de bien ou il parle aussi, par exemple, de ne plus être le chef du parti au pouvoir Voilà, mais tout ça. Oui. Voilà, il y a tout ça. Donc, ça montre que
le gouvernement qui est là n'est pas non plus en conformité avec la loi. Et finalement, si on vous entend, si on croit ce que vous dites, et avec ce qu'on voit, nous sommes dans un pays qui oublie ce que c'est qu'une loi. Donc, comment l'opposition peut-elle s'organiser devant un système qui n'obéit pas à la loi, qui ne sait même pas que la loi existe, puisque non seulement le président lui-même n'est jamais en conformité avec la loi, le gouvernement non plus. Vous avez une assemblée qui ne parle jamais, vous avez le Sénat, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Votre question, s'il vous plaît. Bon, mais je peux répondre à la question qui est pertinente et qui est posée, qui est celle de savoir si les ministres ont déclaré leur patrimoine. En fait, quand on a connu les événements, pour que les Congolais et les téléspectateurs comprennent bien, quand on a connu les événements malheureux qu'on appelle souvent la guerre du 5 juin 1997, au sortir de cette guerre, en octobre 1997, la constitution du 15 mars 1992 avait été abrogée. On a adopté un acte fondamental et on a instauré une période de transition, initialement prévue de 3 ans, mais elle en a duré 5. Bon, ça, c'est d'autres considérations, je n'entre pas là-dedans. Maintenant, on a fini par adopter la nouvelle constitution du 20 janvier 2002. Et dans cette constitution, il y a un article 48 qui dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Ça veut dire que le président de la République, qui avait prêté serment le 14 août 2002, aurait dû déclarer son patrimoine. Ça n'a pas été fait. De même que les autres institutions n'avaient pas fait leur déclaration de patrimoine. Maintenant, la question que vous posez, est-ce que les ministres ont fait? Pendant longtemps, pendant plus de 15 ans, les gouvernants ont pris prétexte qu'il n'y avait pas de texte d'application de l'article de la Constitution. Mais qui devait prendre le texte d'application? C'est le gouvernement qui devait prendre. Donc il y avait une mauvaise volonté, mais en fait ça cachait une astuce, une malice plus intéressante pour eux. Et c'était un besoin de recherche, d'enrichissement illicite. Et c'est ce qui s'est fait. C'est pour ça qu'on est arrivé actuellement à la protection des responsables des scandaleux crimes économiques, de la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Maintenant, ce qui s'est fait pour eux, ce qui s'est passé pour eux, c'est quoi? Mais c'est qu'après, il y a eu la crise, mais la crise est due à la mauvaise gouvernance. Et en ce moment-là, ils ont été obligés de se tourner vers les institutions internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Évidemment, à ce niveau, l'une des conditions, c'est de regarder les questions de gouvernance et on a obligé le gouvernement à regarder le problème de la déclaration du patrimoine. De sorte que le texte d'application de cette disposition de la Constitution a été pris en 2019, donc 17 ans après l'année 2002. Et quand ça a été pris, ça n'a pas été rapidement appliqué. L'application est apparue avec Koliné Makosso lorsqu'il est nommé Premier ministre en 2021. Malheureusement, le texte sur lequel il se basait pour faire cette déclaration n'était pas lui non plus conforme à la loi. Et Koliné Makosso et ses ministres, malgré ça, ont fait la déclaration en 2021. Mais moi, j'ai introduit un recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour faire remarquer que ce qui se faisait n'était pas conforme à la loi. La Cour constitutionnelle m'a donné raison et depuis que le texte a été amendé, plus personne ne fait de déclaration de patrimoine. Toutes les nominations de Koliné Makosso, son gouvernement a été remanié, etc. Ils n'en font pas. Mais en fait, c'est pour favoriser l'enrichissement illicite. Parce que Koliné Makosso lui-même a déclaré dans son programme d'action gouvernementale que plus qu'un devoir de transparence, il s'agit plutôt d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Mais il n'y a pas de déclaration de patrimoine. Ceux qui ont quitté leur fonction, et l'exemple le plus frappant, c'est celui du président de la République qui n'a jamais déclaré son patrimoine, même pas sous la forme utilisée par les ministres en 2021. C'est que monsieur le ministre, je réponds à votre question. Oui. Excusez-moi de l'interrompre, monsieur le ministre Mungala avait déclaré qu'ils avaient déclaré et que quand on le comprenait lui, ou quand on voulait comprendre dans les lignes, pour eux, déclaration ne voulait pas dire publication. Non, au Congo, justement, la déclaration du patrimoine se fait dans une enveloppe CD, c'est pas, on ne publie pas ce qui est encore
quelque chose à critiquer. Je prends le cas du ministre Mungala. Le ministre Mungala est un ministre depuis, je crois, 2011. C'est tout comme le premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Anatole Koliné-Makosso a été ministre de la Jeunesse. Il a été dans un certain nombre de départements, mais il n'avait jamais déclaré de patrimoine. Ce n'est qu'en 2021, mais ce qu'ils ont fait en 2021 n'était pas conforme à la loi. Parce que la loi dit que la déclaration de patrimoine se fait lors de la prise de service. Et moi, j'ai tenu à relever cette union parce que nous sommes dans le droit, nous ne sommes pas dans des situations où on peut tergiverser tout ça. Donc, Thierry Mungala dit, mais je peux dire au ministre Thierry Mungala que lorsqu'il y a eu le dernier remaniement d'Anatole Koliné-Makosso en janvier 2025, il n'y a pas eu de déclaration de patrimoine. Tant pour ceux qui ont cessé leur fonction que pour ceux qui sont entrés. Il n'y a pas eu de cessation. Et même les anciens, en fait, ça devait être renouvelé à chaque fois. Ça n'a pas été. En clair, c'est une disposition qui gêne les gouvernants qui ont choisi plutôt l'enrichissement illicite et de faire enfoncer et plonger les Congolais dans la misère et dans la crise et dans la souffrance. Dans l'un des points que vous critiquez, c'est la commission électorale indépendante. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que M. Bouka se retrouve en conflit d'intérêts parce qu'il occupe plusieurs postes. Il est à la fois magistrat, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, et il est à la fois aussi président de la commission. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, il y a, allez, on dit ça sous 1, jusqu'en 79, c'était une personne qui faisait rêver les Congolais, et puis il y a eu la conférence nationale. Est-ce que, comme disent certaines personnes, le retour du président, c'est un homme blessé, excusez-moi, c'est un homme blessé qui a complètement changé et qui a laissé les choses déraper, qui aujourd'hui ne respecte plus ou ne sanctionne plus ce qui, dans le temps, la commission de contrôle de vérification du PCT sous M. Nkomafutu sévissait. Aujourd'hui, on ne sévit plus et on est toujours là à critiquer le non-respect des lois. Comment vous expliquez ça? On ne respecte pas les lois parce que les gouvernants ne veulent pas qu'on les respecte. Il y a quand même une personnalité dans ce pays, c'est le président de la République qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Lorsqu'il n'y a pas de déclaration de patrimoine, comme cela est constaté, mais ça revient, la responsabilité en revient au président parce que le président de la République devait prendre les dispositions pour faire respecter. Lorsque le PCT viole la Constitution, viole les lois et règlements de la République, n'est pas sanctionné conforme aux lois aux lois et règlements de la République, mais il revient au président de la République qui a prêté devant la nation et devant le peuple le serment de faire respecter toutes ces dispositions, de les faire respecter. Il n'y a pas mille miracles. Maintenant, est-ce que le président s'assoit à changer? Qu'est-ce qui se passe, etc. Ce qui est vrai, moi je vous donne mon sentiment. Moi j'ai été membre du comité central du PCT à une époque donnée, en 84. J'ai occupé des hautes fonctions au sein du Parti congolais du travail. J'étais secrétaire du comité central chargé de la gestion et des activités économiques du parti. Mais ce qui se passe aujourd'hui ne se passait pas à cette époque-là. Parce qu'à l'époque, il faut reconnaître que le comité central jouait un puissant rôle de contrôle et que le gouvernement était pratiquement sous contrôle. Il y a des choses, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je ne sais pas, il y a eu la guerre, il y a eu le phénomène des guerriers, il y a eu tout un tas de phénomènes, et je crois que au niveau du respect de loi, au niveau de certaines dispositions, le pouvoir n'a plus défendu l'intérêt du peuple congolais. Il a plutôt choisi de défendre l'intérêt d'une minorité. Parce que, messieurs les journalistes, expliquez un peu, lorsque les Panama Papers se font des révélations comme quoi il y a des Congolais qui ont des comptes de l'ordre de 2000 milliards dans les paradis fiscaux, que font les gouvernants? On regarde, on a connu le scandale vous avez suivi le scandale de Armel Silver Dongou Zidane, je ne sais pas quoi. Dit-on qu'il est venu au mariage de Bongo Junior. Ça veut dire qu'après ce qu'il a fait, on croyait qu'il avait fui le pays, mais il est revenu. Je ne sais pas s'il est reparti ou s'il est toujours là, mais etc. Le président de la République a déclaré que pour les bourses, il ne fallait que 3 milliards pour payer les bourses des étudiants de l'université et non 9 milliards qui étaient exigés par les services. Et il s'est posé la question si les 6 milliards
s'est dissipé sans jamais laisser de traces. Mais c'est des occasions. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien, absolument rien n'est fait. C'est le laxisme total. C'est le laxisme total. C'est l'enrichissement illicite d'une petite minorité et l'appauvrissement de la majorité des Congolais. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans le système d'enrichissement, mais ils se battent pour dire qu'il faut que Denis Sassou Nguesso continue à être président, tout ça, parce qu'ils n'auront pas fini de chercher à s'enrichir et d'enfoncer les Congolais dans la misère. Voilà ce que j'en dis. Merci beaucoup, M. Gaïno. M. Gaïno. Oui, Président, bon, oui, ce constat que vous venez de faire, comment l'opposition devrait s'organiser pour arriver à contraindre le pouvoir à organiser des élections transparentes et crédibles? Est-ce que vous pouvez arriver à établir un rapport de force qui vous amènerait à faire plier le gouvernement? Là, c'est parti pour... Ils déroulent leur programme pendant que eux, ils vous occupent à vous débattre pour vous régulariser Paris. En tout cas, ils déroulent leur programme. Je crois que la réussite d'une telle démarche dépendra de la manière dont nous agirons pour une grande prise de conscience des Congolais et que les Congolais se rendent compte que le pays a véritablement besoin de changement, que le pays a véritablement besoin de ce que les choses se passent autrement qu'elles ne se passent aujourd'hui. Mais, messieurs les journalistes, je vous prends un exemple simple. Est-ce qu'il est normal, même vis-à-vis des autres pays africains, etc., est-ce qu'il est normal que 65 ans après l'indépendance, que les Congos ne puissent pas avoir de l'eau et ne puissent pas avoir de l'électricité? Est-ce qu'il est normal que 65 ans après l'indépendance, que le président de la République, que le ministre de l'Intérieur autorise des campagnes de prière parce que semble-t-il qu'il y a des problèmes de paix et que le président de la République annonce que la paix est dangereusement menacée? Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et aujourd'hui, les Congolais se sont rendus compte. C'est aux Congolais et nous, on fera notre travail à l'endroit des Congolais. C'est ce que nous faisons grâce aux réseaux sociaux. Mais je pense que les jours à venir, nous essaierons de faire des efforts, d'être en contact avec eux pour que l'on dialogue, pour que l'on échange et que on essaie de voir. Il s'agit d'une chose, messieurs les journalistes. Il s'agit maintenant que chacun des Congolais prenne conscience qu'il faut sauver le Congo et que le Congo est un pays en danger et que ça ne peut pas continuer sur cette lance. Alors je suis surpris de voir des gens dire il faut que le président Sassou continue, mais on dirait qu'ils ne savent même pas que le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Je ne sais pas comment ça sera, mais on va suivre et on va voir comment. Sinon, moi j'ai commencé à en parler, je parle d'un coup d'État constitutionnel et je parle d'un coup d'État électoral. Parce que quand je vois ce que le PCT fait les autres, nous sommes véritablement dans une démarche et dans une marche de coup d'État constitutionnel et de coup d'État électoral. Oui, mais cette démarche, on voit déjà, puisque je lisais dans les réseaux sociaux qu'il y a le représentant, je ne sais pas moi, du chef d'État qui va venir ici pour parler de la diaspora. Samedi 13, il est conseiller politique et il est aussi chef d'un parti politique. Voilà, donc il vient déjà pour contacter la diaspora ici, mais en réalité, on voit que le PCT est déjà en ordre de bataille pour ramener leur homme au pouvoir, mais l'opposition, parce que vous ne pouvez pas, quand on voit déjà ce qui manque, la liste électorale, le découpage, tout cela, rien n'est fait. Les cartes électorales, rien n'est fait. Donc, nous sommes à quelques mois d'élection. Et ce sont des choses où l'opposition aurait pu déjà anticiper. Dire, mais voilà, nous avons ça, mais au sein de l'opposition, s'organiser en conséquence pour dire, tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, votre position. Or là, on vous entend parler, comme on aime se parler au Congo, mais l'action, parce qu'il y a le verbe, mais il y a l'action. Où est l'action en dehors du verbe? On ne voit pas votre action. Mais l'action, ça je suppose que les amis de l'opposition m'écoutent. L'action, je crois que ça rentrera dans le cadre des stratégies. Mais quand vous évoquez le cas du conseil politique, c'est ce que vous dites, ça à Paris. Mais je crois que c'est une opportunité pour les compatriotes de la diaspora. Il y a déjà le problème du vote de la diaspora. Parce qu'il faut que les Congolais qui sont dans la diaspora puissent voter, puissent participer au scrutin. On parle de révision de listes, etc. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la diaspora pour que les Congolais puissent voter? La deuxième chose, mais c'est une occasion pour les amis de la diaspora de poser la question sur ces problèmes de conformité à la loi du président de la République et du Parti congolais du travail.
Parce que ceux qui évoquent ça ont des arguments solides. Maintenant, le troisième fait, je ne sais pas si vous avez suivi, ça s'est passé ici au Congo en janvier 2025. Nous avons suivi sur les réseaux sociaux la déclaration de M. Rodriguez Mayala, qui est le secrétaire général adjoint du CNR, le parti du révérend Pasteur Ntoumi, et qui dit qu'il avait rencontré le conseiller politique du président de la République, qui lui avait dit, qui avait élevé le ton en disant qu'il faut que Ntoumi ne parle pas de sa candidature à l'élection présidentielle parce que Ntoumi bénéficie d'un traitement et que s'il s'entêtait, il allait expliquer à l'opinion nationale congolaise le traitement dont bénéficie Ntoumi. Mais nous, les Congolais, nous attendons qu'il explique parce qu'il avait dit que Ntoumi n'était pas le seul et qu'il y en avait d'autres qui étaient dans cette situation et que s'ils ne veulent pas respecter les dispositions, écoutez, ils subiront un certain sort. Donc, vous pouvez profiter de l'opportunité que le conseiller politique du président de la République offre aux compatriotes de la diaspora pour que toutes ces questions soient éclaircies, parce que ça fait partie également de ce qui doit être expliqué pour l'élection présidentielle, pour le contexte politique au Congo. Donc, voilà ce que je peux dire. Maintenant, on va continuer. Mais quand nous faisons le travail comme des missions que je fais avec vous, etc., nous adressons surtout les messages au niveau du Congo. Parce qu'assez souvent, on dit l'opposition ne fait rien, l'opposition ne fait rien. Mais je vous pose la question. En 2016, après qu'on ait connu la situation qu'on a connue avec Mokoko, la suite a été laquelle? Qu'est-ce que nous avons fait pour soutenir Mokoko? Il faut aussi que nous nous interrogeons, parce qu'assez souvent on dit manque de leaders. En 2016, il y en a eu un. Après, nous avons fait quoi? Donc il faut que nous tous, nous remettons en cause si nous voulons réellement agir pour sortir le Congo de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Messieurs les journalistes, je suis retraité. J'ai 41 mois d'arriéré de pension. Je touche ma pension à la valeur d'indice 160 au lieu de la valeur d'indice 300 depuis 2017. Donc, les gouvernants me plongent dans la misère. Mais comme eux, ils gagnent 10 millions, ils gagnent 15 millions, ils gagnent 25 millions, peut-être 50 millions, c'est pas leur préoccupation. Mais aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent qu'on peut récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public et améliorer les conditions de vie des Congolais et régler un certain nombre de problèmes. Moi, j'ai une question qui vient. Vous savez qu'on a l'impression... Il y a un professeur de philosophie. Il est appelé philosophe, il passe sur une chaîne en RDC, et il dit ceci: les gouvernants qui sont aujourd'hui à la tête de leur pays, et notamment le Congo, ça peut s'appliquer, ils sont beaucoup plus là pour leurs privilèges, pour les responsabilités envers leur peuple. Alors, vous avez analysé depuis un bon moment le découpage des régions. On est passé de 12 à 15 régions. Est-ce que quand vous avez vu ça, notamment les régions du Poul qui ont été découpées, même celles des plateaux, ça ne vous a pas tout de suite mis la puce à l'oreille que le PCT était déjà en train de projeter la prise de contrôle de son élection? Mais monsieur le journaliste, c'est tout ce que le PCT fait arriver à une conclusion. C'est l'enrichissement d'une minorité et on enfonce la grande majorité dans la misère et dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette majorité prenne conscience? Parce que le pouvoir appartient au peuple. Qu'est-ce que cette majorité fait pour essayer de trouver une solution au problème? Ce n'est pas en allant prendre 2000 francs ou 5000 francs qu'on vous donne. Regardez, je vois Digne Elbis ou Kombi Salissa qui fait des affaires de patriarche ou quoi. Pourquoi on a attendu maintenant pour le faire? Maintenant, il y a d'autres problèmes. Il y a les problèmes des étudiants, les bourses qu'il faut payer. Il y a les problèmes des hôpitaux. Il y a le problème de l'école. Il y a le problème des routes. Mais ce pouvoir a lamentablement échoué. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi des gens qui ont aussi lamentablement échoué veulent absolument se cramponner au pouvoir? Mais je vous ai dit, le président Talon a donné la réponse. Il ne se reproche rien. Il a fait ses deux mandats et pas. Mais pourquoi les autres s'accrochent? Mais certainement qu'ils ont des choses à se reprocher. Et si ce n'était pas le fait qu'ils avaient des reproches, mais qu'ils avaient une envie de vivre et de mourir au pouvoir, simplement? Non, vivre et demeurer au pouvoir, quand on fait ce qu'ils font, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas concevable. Vous ne pouvez pas faire en sorte que vous vous enrichissez, vous enfoncez la population, tout en sachant, ils vont chercher à tricher, mais un jour ça va bien s'arrêter. Les Congolais doivent savoir
qu'il y a eu des dictatures aussi atroces que celle de Ceausescu en Roumanie. Et on sait comment ça s'est terminé. Donc, à un moment donné, il faut que les Congolais prennent le destin de leur pays entre leurs mains. Et le travail de prise de conscience que nous faisons, si l'élection était libre, démocratique, transparente, etc., c'est pour permettre aux Congolais de choisir les dirigeants qu'ils veulent, mais pas dans la tricherie. Quand vous prenez l'exemple que vous avez évoqué du ministre Mboulou qui a sorti une liste des partis, etc., mais lorsqu'on découvre que la majorité, sinon la quasi-totalité des partis qui figurent sur son arrêté ne sont pas en conformité avec la loi, c'est quoi? Mais c'est la tricherie, c'est la fraude. Ça veut dire que ces gouvernants ne peuvent pas faire une élection où ils viendront annoncer que quelqu'un d'autre est élu. Il y a même des Congolais qui disent que les pourcentages sont déjà connus. Il y a des Congolais qui disent que les pourcentages sont déjà connus. Donc, c'est le travail que nous faisons. Vous nous dites souvent, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous nous faites? Bon, c'est pas un secret. Nous allons nous battre pour être en contact avec la base. Et je crois que lorsque nous serons en contact avec la base, ce n'est pas trop tard. Lorsque nous serons en contact avec la base, ce sont des aspects que nous allons expliquer. Ce sont les aspects sur lesquels nous allons vraiment faire prendre conscience aux Congolais que nous n'avons qu'une chose, un intérêt à nous tous, c'est sauver le Congo de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Après 40 ans, quand même, on vous reconnaît. Pardon, monsieur Gaïno, il ne faut pas non plus qu'on les mette toujours en disant qu'ils ne font rien, parce que ce qu'il fait de pouvoir jour et nuit en train de marteler les messages, de rappeler aux gens, de faire la prise de conscience. Vous savez que la parole est très puissante. Hein. Au Congo, on est parmi les premiers pays au monde à avoir coupé Internet. Ce n'était que la parole qui dérangeait. Maintenant, c'est un peu partout. Bon, moi, ce que je voulais dire, Monsieur le Président, vous avez bien dit que le Congo, enfin au Congo, on ne connaît pas la normalité. Ça, c'est vrai, tout le monde le constate. Là-bas, c'est la normalité qui est en vogue. Les normes ne sont jamais respectées. Et vous parlez de prise de contact avec la base. Comment allez-vous prendre ce contact avec la base si le pouvoir, tel que nous le connaissons, nous le qualifions, c'est un pouvoir dictatorial? Il est dirigé par un empereur, c'est pas moi qui le dis. Et vous le savez très bien que le Congo est un empire dirigé par un empereur. Comment allez-vous prendre connaissance avec la base si le pouvoir vous empêche de sortir pendant de bravures pour aller rencontrer cette masse populaire qui attend de vous des initiatives? Parce que vous savez, il n'y a pas de troupeau sans berger. Donc, vous ne pouvez conduire le peuple que si vous êtes les bergers. Et comment pouvez-vous être berger d'un peuple avec un pouvoir dictatorial qui ne vous laissera pas agir? Comment entendez-vous vous y prendre? Oui, alors, pour compléter la question, monsieur, excusez-moi, pour compléter la question, je voulais ajouter, est-ce que vous arrivez, avec l'opposition représentée par monsieur Tati Mabiala, à arriver à avoir un dialogue pour pouvoir faire passer votre message aussi? C'est deux questions. Voilà. Bon, l'opposition de Tati Mabiala, je crois, c'est opposition politique, c'est pas moi, avec un volet de l'opposition parlementaire, etc. Nous n'avons pas encore de dialogue, mais si d'aventure, il y a des points communs sur lesquels nous devions travailler pour l'intérêt du Congo, pas pour l'intérêt du ventre de chacun de nous. Parce que nous, on n'est pas là pour alimenter les gens, faire la vision alimentaire, etc. Ben, on va avancer. Maintenant, pour votre question, nous avons un avantage. Évidemment, nous trouverons des obstacles. L'avantage, je sais que le ministre Thierry Mungala a fait une fois, au cours de sa quinzaine du gouvernement, il a répondu à la question en disant que au Congo, il y avait la liberté d'expression, il y avait la liberté de réunion, il y avait... Donc, nous nous baserons sur ça. Dans tous les cas, ils ne peuvent pas nous interdire indéfiniment de nous exprimer. Déjà, c'est à nous de trouver les astuces. Vous voyez bien que les astuces que nous utilisons, comme les réseaux sociaux, comme le webinaire, etc., peuvent toujours nous permettre de faire passer des messages aux Congolais. C'est aux Congolais de prendre conscience et que l'on se mette debout. Je crois que vraiment, j'insiste sur le fait que chaque Congolais doit prendre conscience que le Congo est un pays à sauver. Et ça, tout le monde doit le reconnaître. J'ai suivi la dernière déclaration, puisque vous parlez de Tati Mabiala, j'ai suivi la dernière déclaration qu'il a faite à l'occasion, je crois, de la réunion de son conseil, de leur conseil national. Mais j'ai suivi que Tati Mabiala a dit que le pays allait mal. Et j'ai suivi, parlant de la gouvernance électorale, Tati Mabiala a relevé l'insouciance du gouvernement, qui n'est même pas encore capable de mettre en application les recommandations
qui ont été faites à la concertation de Ouando en 2022. Donc vous voyez bien que le constat, il est général, il s'est généralisé. Maintenant la question, une fois qu'on a fait ce constat, chacun de nous doit se poser la question, que faisons-nous pour en sortir? Et c'est là, à mon avis, où nous devrons avoir une certaine hauteur d'esprit pour que nous privilégions non pas l'intérêt particulier individuel, voire même égoïste, mais l'intérêt général qui est celui du Congo en général et en particulier. Alors, parlons de personnes dans votre rassemblement des forces du changement. J'ai constaté, vous me direz si je me trompe, hein, j'ai constaté que M. Mafoula et M. Gavé n'apparaissaient plus. En tout cas, M. Mafoula n'apparaît pas dans la vidéo où on voit M. Kitokulu parler. Est-ce que vous avez des nouvelles ou est-ce qu'il y a de la part de la jeunesse un retrait sur ce rassemblement-là? Bon, ceux qui ont signé, c'est ceux qui sont d'accord avec ces idées. Le président Mafoula est là, je crois que le moment venu, parce que toutes nos déclarations ne sont pas toujours signées par tout le monde. Chacun a sa liberté par rapport à la vision de son parti, etc. Nous allons continuer dessus. C'est un combat que nous menons et je crois nous n'excluons personne. Nous n'excluons personne et nous sommes d'accord qu'on puisse sur une base d'idées qui nous permettent d'avancer. Quand vous voyez par exemple l'ARD de Mathias Nzon, ils ont signé une lettre ouverte. Il y a beaucoup de points que Mathias Nzon a développés, mais qui vont dans le même sens que les points développés par le rassemblement. Pourquoi demain, l'ARD avec ceux qui sont avec lui, avec le rassemblement des forces du changement, ne se retrouveraient pas sur un certain nombre de problèmes précis qui doivent servir à défendre l'intérêt de la nation. Ce que nous voulons privilégier, c'est l'intérêt de la nation. Et je crois que chaque fois que nous le pourrons, etc. Mais évidemment, lorsqu'un parti sent que ce qui est arrêté ou ne lui convient pas, il est tout à fait normal qu'il prenne la décision de ne pas signer parce que nous, on n'est pas dans une dictature. Voilà. M. Gaïno, deux questions parce qu'on va pas garder le président pendant longtemps. Deux questions pendant que vous les posez. Moi, j'ai une toute petite question au président, M. Merassa. Vous êtes un ancien du PCT, vous connaissez le président Sassou. On vous avait, je dirais, prophétisé un bel avenir. Vous êtes devenu une figure incontournable de l'opposition congolaise. La rupture du président Sassou a été consommée depuis longtemps. Vous incarnez donc les forces du changement. Est-ce que pour vous, vous avez un calendrier pour que les Congolais sachent, je ne dirais pas tout de suite, ne n'avez pas dévoilé vos secrets, mais est-ce que vous savez que le président Sassou, en face, il est déterminé, on l'a déjà vu, et on sait qu'il va aller jusqu'au bout, et on sait que le ministre Mboulou travaille pour, tous ces ministres savent qu'il sera là, il sera au rendez-vous. Jusqu'où serez-vous prêt à aller? Est-ce que vous n'avez pas peur, vous-même, pour vous? Ceux qui me suivent, d'abord, je dois dire une chose. Sous le président Sassou, j'étais emprisonné. Et je crois que les gens le savent. J'étais emprisonné. Et je vous rappelle, ça c'est en 90. Et je vous rappelle qu'en en novembre 2014, j'ai été attaqué chez moi alors que j'étais en pleine réunion du mouvement citoyen qui s'opposait au changement de constitution. Et il y a eu 32 arrestations. On était venu pour me tuer. Mais ce n'est pas la seule occasion. Vous avez suivi d'autres déclarations. Mais pour ceux qui me suivent, ils ont dû se rendre compte que dans l'argumentaire que j'utilise, je suis pour l'aspect démocratique et surtout le respect des lois et règlements de la République. C'est pour ça que assez souvent, quand j'argumente, je m'appuie sur les articles de la Constitution. Quand je parle par exemple du patrimoine, je fais référence à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 ou à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre, etc. Donc, je vais continuer mon combat. Et je dis ce que le ministre Mboulou fait. Ce n'est pas normal, c'est du respect total des lois et règlements de la République. Sinon, comment expliquer que le PCT n'est pas sanctionné? Sinon, par le simple fait que lui, il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail et le président de la République est président du Parti congolais du travail. Mais c'est eux-mêmes qui disent, la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Et j'ai retenu un passage que Anatole Koliné-Makosso a développé devant le Sénat en disant que force doit être donnée à la loi. Je crois que les choses, c'est très synthétique et c'est ce qu'il a dit. Et à Ouando, lorsqu'il a clôturé la concertation politique de Ouando, il a dit la démocratie c'est avant tout et d'abord le respect de la loi. La loi, rien que la loi.
Alors, comment ces gens-là, ils développent de si belles théories et dans l'application, ils sont des grands violeurs des lois et règlements de la République. Donc, moi, en ce qui me concerne, je continuerai mon combat en me basant sur le respect des lois et règlements de la République. D'accord, monsieur. Oui. D'accord, j'ai deux questions, puisqu'on venait de me dire qu'il me reste deux questions. Dans la première est celle-ci. Seriez-vous d'accord de vous aligner sur un candidat qui n'est autre que vous, ou bien une autre personne de votre emploi qui dit voilà, je vais être candidat? Est-ce que vous serez d'accord pour avoir un candidat unique? Bon, mais l'un des principes. Courte, hein? Réponse. Non, mais je réponds aussi de façon courte. L'un des objectifs qui a conduit à la mise en place du Rassemblement des forces du changement, c'est que nous nous battons pour les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, etc. Et que nous aboutissons à un choix d'un candidat du Rassemblement des forces du changement. Okay. Je crois que la réponse est claire. Maintenant, si les conditions sont remplies et si le Rassemblement doit se battre pour désigner un candidat, ben, nous verrons quel sera le candidat qui sera désigné et en ce moment-là, on verra bien comment les choses vont évoluer. Voilà. Ce que dans ce qui va être sûrement ma dernière question, comme si M. Kayus Bilibé me donne encore le droit de poser une autre. On envoie ça sur audio pour que les Congolais puissent télécharger comme un tel très cher. C'est celle-ci. Bon, voilà. Vous savez que le Congo n'est jamais dans la normalité. Vous savez qu'au Congo, vous venez d'en parler, le respect de la loi n'existe pas. Puisque le Premier ministre lui-même a dit que dans une démocratie, il faut respecter les lois. Et donc, les lois n'existent pas. Alors, donc dans ce cas-là, puisque les lois n'existent pas, puisque le respect des règles n'existe pas, et vous savez très bien que le PCT va aller pour justement faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire déclarer les élections même à 2h, 3h, 4h du matin et barricader toute la ville, supprimer tous les moyens de communication et ainsi de suite pour proclamer justement leur candidat comme élu. Coup de force, un coup d'État que vous connaissez très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition va avec deux projets, enfin, ce qu'on peut dire de plan A ou B? Parce que si vous dites, bon, voilà. Question courte, M. Gaïman. Question courte. Voilà, question courte. On ne pourra jamais faire l'omelette sans casser des œufs. Est-ce que êtes-vous sûr que le peuple vous suivra pour casser des œufs afin de pouvoir recouvrir la liberté? Mais votre question est fondamentale. Non, je vais répondre de façon courte. Le peuple a le choix. Le peuple a le choix entre deux visions. Une vision de changement pour sauver ce pays, pour faire en sorte que le pays soit géré différemment de ce qu'il a été pendant ces 40 dernières années. Et une autre vision, celle de la continuation, c'est-à-dire celle de continuer à plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance, de faire en sorte que c'est une petite minorité qui continue à s'enrichir, de faire en sorte qu'on n'ait pas d'écoles, qu'on n'ait pas d'hôpitaux et des routes, etc. Mais c'est à eux, c'est au peuple. Et nous, notre responsabilité, c'est de leur expliquer correctement les avantages mais pour ce qui est de sauver le Congo, les avantages sont là. Maintenant, le reste. Parce que, et c'est là que je vais conclure sur votre question, mais il n'est pas normal qu'on triche devant le peuple. Vous ne pouvez pas vous dire démocrate et refuser l'alternance démocratique. Vous voyez bien, il y a déjà une malhonnêteté. Vous ne pouvez pas dire que vous changez la constitution, vous changez de constitution pour faire évoluer les institutions, pour que non seulement que vous violez les lois et règlements de la République, mais ensuite que vous mettez une accélération sur les détournements, sur les vols, sur l'appauvrissement du Congo. Et vous prenez cet argent que vous déposez dans les paradis fiscaux à l'extérieur, c'est-à-dire que vous appauvrissez votre pays pour contribuer au développement des autres pays. Les biens mal acquis, c'est où? Les biens mal acquis, c'est en France et c'est pas au Congo. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Congo, les voies, c'est là, mais les biens mal acquis, c'est en France. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les fameux riches du Congo, ils prennent l'argent du Congo, ils vont le déposer en France, etc. Mais ça contribue à l'appauvrissement du Congo. Non, le choix est clair pour le peuple congolais. Et le peuple congolais sera confronté à ce choix. Maintenant, si en dépit du travail que nous ferons, si en dépit du contact ou des contacts que nous aurons avec la base, s'ils ne nous suivent pas, mais c'est eux-mêmes qui auront choisi leur malheur. En ce moment-là, il ne faudra plus pleurer. Les retraités, ils me voient, ils sont près de 27 000 aujourd'hui, etc. Mais 27 000, on peut faire une assemblée générale, on peut décider de faire une marche, etc.
Donc voilà ce que je peux dire à la réponse de votre question. C'est clair. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous avez cette facilité de parler et d'expliquer les choses le plus simplement possible. Vous avez, vous affrontez des choses sur le terrain que nous ne pouvons pas imaginer et nous savons combien cela est difficile pour vous et pour tous ceux qui sont au Congo, qui se battent pour que le changement ait lieu. Comme disait quelqu'un, quand on a mangé le riz pendant 40 jours ou 40 ans, on a bien envie un jour de manger le manioc. Le changement, c'est aussi ça. C'est aussi pouvoir passer la main à d'autres pour pouvoir changer. Mais vous avez une génération, ce que moi j'appelle les cols blancs, sont arrivés au Congo et qui ont décidé de multiplier par 15 les salaires. Et il y a un ancien président, ce sera ma dernière question, il y a un ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, si je ne me trompe pas, qui disait ceci: ne vous trompez pas, même le président est prisonnier de son entourage. Même quand on a envie de partir, l'entourage vous empêche de partir. Et le président Talon l'a expliqué. Le président, sur votre vidéo que vous avez mis, du Niger, lui aussi l'a dit, avec toutes les pressions qu'il a eues, il est parti. Peut-on aujourd'hui dire aussi que le président Sassou, avec tous les fastes et toutes les fêtes que l'on voit maintenant tous les jeudis à dimanche, lui aussi, sûrement, est devenu prisonnier de son entourage? Est-ce que ça, au moins, vous pouvez le concéder? Bon, on va terminer l'émission. Je rappelle, puisque vous avez rappelé des cas sur lesquels je réfléchis, je médite, notamment le cas du président Boni Yayi du Bénin, le cas du président Mamadou Issoufou du Niger, le cas. Mais j'ai retenu, c'est par là que je vais terminer l'émission. J'ai retenu la formule. J'ai une dernière question. Je veux émettre l'idée, la pensée du président Mamadou Issoufou qui a dit ceci: je suis démocrate dans l'âme et je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable. Et je crois que le président Talon vient d'enjamber le pas. Maintenant, posez votre dernière question. Bon, ma dernière question, c'est une bonne conclusion, M. Gaïno. Une question internationale. Que pensez-vous du fait que l'Europe ait interdit le vol de Nathalie Yamb sur le territoire européen? Appréciez-vous sa politique ou pas? Mais je crois que quand on parle de la liberté d'expression, la liberté de voyager, etc., ça doit toucher tout le monde. En dépit de leurs opinions, il faut que nous respectons les opinions des uns des autres. Et je crois qu'au plan mondial, il est bon que nous respectons les opinions des uns des autres, que nous soyons tolérants, que nous acceptons la différence et que bon, chacun peut développer ses idées, mais on ne doit pas arriver à un certain niveau. C'est mon point de vue. Merci beaucoup, M. Merata. En tout cas, merci beaucoup, Président. On vous souhaite en tout cas tout le bonheur possible et que le Congo soit le pays qui demain matin puisse retrouver aussi le sourire et que tous ceux qui comptent sur vous et sur tous ceux qui sont pour le changement, et bien que ceux qui sont en face aient aussi la sagesse, un peu comme en Afrique du Sud, de comprendre qu'il y a un moment où il faut pouvoir aussi accepter. Les Afrikaners ont cédé le pouvoir à Mandela. Ce n'est pas pour autant que Mandela les a tous arrêtés. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est à moi de vous remercier et à la prochaine. Et nous espérons vous revoir sur notre antenne. Merci. Merci. C'est très gentil. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.